le plaisir de vous présenter Sara Paola Jordao. Lei è originaria del Portogallo e lei è un membro della Fraternità Missionaria Verbum Dei dal 1990. Lei ha studiato filosofia e teologia presso l'Istituto Teologico Verbum Dei, che è affiliato alla Pontificia Università Urbaniana. Lei ha conseguito un master in spiritualità presso la Facoltà di Teologia dell'Università Loyola, Granada in Spagna. E in qualità di formatrice delle novizie ha conseguito un master presso la Scuola dei Formatori-Formatrici di Salamanca, parte dell'Università Pontificia di Comillas a Madrid. Attualmente, dopo oltre 30 anni di vita missionaria, vive a Roma ed è la coordinatrice della formazione per l'Unione Internazionale delle Superiori Generali, WISC. Il suo più grande desiderio è aiutare le persone a conoscersi sotto lo sguardo amorevole di Dio. È convinta che la felicità sia intessuta dai fili dell'amicizia e della trascendenza. Per questa ragione lei si dedica a Dio, al suo lavoro e lo vive con coloro che la circondano e lo proclama con parole e con dei gesti. Lei ha già viaggiato in 5 continenti, condividendo la sua vita, la sua fede e le sue sfide quotidiane con persone di luoghi, culture e lingue diverse. Così questa esperienza ha plasmato la sua personalità, rendendola una cittadina del mondo. Lei è missionaria, predicatrice, lei è un'accompagnatrice spirituale. Lei ama la musica, canta e suona la chitarra. Così il suo lavoro aiuta a diffondere il messaggio di Dio anche per comunicare anche delle cose che non sono sempre così facili da dire. Così do il benvenuto a Sor Paola e grazie per essere qui con noi. Allora passo la parola a Sor Paola. Jeannette, pour ces mots très gentils. Gentils. Je voudrais dire que je suis un être humain normal avec tout le monde, fin de compte. Et je pense que c'est ça qui nous réunit sur notre vie consacrée. C'est un plaisir, un privilège d'être ici et de voir tant de visages, des sœurs. Merci beaucoup de et à partager cette réalité de la culture et de l'interculturalité. Maintenant, je vais partager mon écran. Donc, je vais procéder assez lentement pour vous donner la possibilité de réflexionner. À la fin, il y aura une pause et après, on va reprendre. Donc, sœur Jeannette a dit au début que vous êtes appelée à diffuser la bonne nouvelle partout dans le monde. Je voudrais partir par ça, par la culture. Je veux considérer la définition de la culture au début de ma parenthèse. Je sais qu'il y a des personnes qui connaissent déjà les éléments que je vais partager, mais c'est bon de les considérer. Je dis que pour d'autres sœurs, ce sont des concepts nouveaux. En tout cas, il est toujours important de comprendre qu'il faut comprendre la signification de la culture. Et on veut avoir une communication efficace de la bonne nouvelle avec tous les groupes ethniques. Donc, avant de réaliser l'interculturalité, il faut comprendre ce que c'est la culture. Pour la comprendre, la procédure la plus élémentaire est d'étudier la culture. Ce n'est pas facile parce que très souvent, la culture, quelque chose qui est presque caché, c'est quelque chose avec lequel nous grandissons. Difficile d'essayer de la connaître.
Et pour ça, donc, qui ont vécu dans différents endroits, aimer les autres, communiquer très bien, et comprendre la culture et avoir un cœur plein d'amour, mais on ne pourra jamais être super culturel. Je veux dire que je serai toujours portugaise, même si j'ai été dans les 5 continents, comme le disait Ryanette, il y a quelque chose en moi qui ne pourra jamais abandonner ma base portugaise. Donc, j'ai appris à être en étant portugaise. Donc, il faut connaître notre culture et aussi il faut s'inculturer avec les cultures des autres, essayer de connaître les autres cultures. Mais il faut être consciente qu'il y a des choses en nous qui seront toujours notre réalité. Et donc, il n'est pas facile ou s'il n'est pas possible d'abandonner notre culture. Et aussi, je ne vous encourage pas à abandonner votre culture, en tout cas. Mais en tout cas, il faut partir de cette base pour faire ce voyage ensemble. Donc, avant de commencer à partager avec vous la signification de la culture et la manière de laquelle nous percevons la culture, je voudrais vous inviter à écrire sur vos carnets ou je vous invite à réfléchir sur cette question. Comment définissez-vous la culture? Quand je parle de la culture, quelle idée que vous avez de la culture dans votre esprit? Donc, je vous donne 1 minute pour écrire votre réponse à la question. Qu'est-ce que la culture pour vous? Donc, on va écrire ça pendant 1 minute. 1 minute à passer. Donc, ce serait très intéressant de connaître ce que chaque personne écrit, même si on n'a pas le temps, mais il est important de comprendre quelles sont nos définitions avant d'écouter vos contributions. Donc, avant tout, la première chose que nous avons remarqué dans les autres et dans les autres, quand on pense à la culture, sont les comportements des personnes. La première chose que nous remarquons chez les autres, ce sont leurs comportements des personnes dans certains lieux. Par exemple, la manière de laquelle les personnes se saluent ou la nourriture que les personnes mangent, la manière de laquelle ils mangent la nourriture, et leur manière de marcher, leur manière de danser. Donc, on remarque leur comportement. Aussi, on remarque leur artefact. En regardant cette madame, on peut voir les mots sur ce t-shirt. Il y a beaucoup de tatouages sur elle. Et elle dit, j'aime les tatouages. Nous voyons les choses que les personnes portent, leurs cheveux, leurs chapeaux, leurs vêtements, la manière, les couleurs qu'ils ont sur leur mur, dans leur maison, leur manière de les sportifs. Si les objets qui sont dans leur maison aussi, nous écoutons les différentes langues, les différents mots différents. Il faut comprendre que même si on est dans le même pays, quand nous écoutons les différents accents, nous pouvons dire immédiatement quelle est l'origine des personnes. Donc, quand je viens du Portugal, je peux dire si une personne vient du sud ou vient du nord. Portugal, même si j'entends seulement 2, 3 phrases. Donc, la première chose que nous comprenons avec la culture c'est basé sur les choses que nous pouvons voir, écouter et ce qui est accepté par les sens. Et après, quand nous regardons ces comportements, nous demandons pourquoi ces personnes se comportent de cette manière. Et c'est la base de ce que nous écoutons, que nous voyons. Nous essayons de donner un sens à leur comportement en les observant. Et si on leur demande pourquoi ils font ce qu'ils font, certains pourraient donner une explication, mais d'autres hausseraient probablement les épaules et répondraient c'est comme ça qu'on fait ici. Donc, par exemple, en Portugal, quand on salue quelqu'un, on leur fait 2 bisous. Et dans d'autres pays, ils font 3 bisous.
Et si on va dans un autre pays, ils ne font pas de bisous ou ils ne se touchent même pas. Ils touchent seulement leurs mains. Si on se demande pourquoi on fait des bisous quand les personnes s'installent au Portugal, je ne sais pourquoi. Je ne sais pas je ne connais pas l'origine de ce comportement. Mais je sais que si je ne le fais pas, et ça semble bizarre. Il semble que je suis une personne très détachée et qui n'est pas ouverte à l'autre quand je salue l'autre. Mais si vous me demandez pourquoi nous disons merci d'une certaine manière, c'est-à-dire dans obrigada, moi je connais la signification de ça. Je sais pourquoi on dit ça. C'est parce qu'on est obligé à faire quelque chose à la personne qui nous a fait une faveur. Donc, il y a beaucoup de choses qui caractérisent notre culture que nous ne connaissons pas. Et quand on connaît d'autres cultures, on se demande pourquoi ils font ça. Et certaines personnes seront capables de nous dire pourquoi et d'autres ne seront pas capables de dire ça. Ici, il y a une personne qui dit, nous sommes très occupés. Si vous regardez son char, vous voyez qu'il y a une roue qui est carrée et qui n'est pas ronde. Et donc, sur la base de notre culture, on peut penser que les personnes sont en train de gaspiller leur temps, qu'ils ne font pas des choses de manière appropriée, mais très souvent, les personnes font les choses avec la méthode qu'ils ont toujours connue, parce qu'ils ne connaissent pas d'autres méthodes. Donc voilà une des choses qu'il faut comprendre, que la culture, très souvent se base sur des comportements, sur des manières de parler et de porter des vêtements, et qui souvent ne sont pas faciles à expliquer. Les personnes ne savent pas pourquoi ils font certaines choses. On le fait tout simplement. Et en même temps, ces choix comportementaux reflètent inévitablement la question des valeurs culturelles. Et ça, c'est le niveau supérieur de notre vision de la culture, parce que le premier niveau est ce que nous pouvons voir, les comportements, les artefacts, ce qu'on peut écouter, la langue. Et après, il y a un deuxième niveau des valeurs culturelles, ce qui se cache, les raisons cachées derrière ce que les personnes font. Donc, les valeurs selon la réponse à ce qui est bon, à ce qui est bénéfique ou à ce qui est mieux. Donc, voilà les valeurs. Les valeurs sont les décisions que la culture fait quand elle va prendre des choix. Par exemple, si on va à l'arrêt du bus, il y a des personnes, ou si on va au supermarché, il y a des personnes qui sont déjà arrivées dans plusieurs cultures. Il y a la culture du respect de l'ordre de l'arrivée des personnes. Donc, on demande quelle est la dernière personne et après, on, nous allons rejoindre la queue. Et, par exemple, en Portugal, quand nous rencontrons des personnes, il y a cette valeur d'accueillir l'autre personne, de montrer du respect, de faire, de permettre à l'autre personne de se sentir honnête. Donc, nous saluons la personne et nous invitons la personne à participer à ce que nous faisons. Par exemple, le comportement du salut, la valeur de l'hospitalité sont centrales. Et donc, si vous voyez quelqu'un que vous n'aviez pas rencontré pendant longtemps, vous donnez la bienvenue à cette personne, vous invitez cette personne. Mais dans d'autres cultures, on n'est pas obligé à inviter la personne chez soi. Donc, il y a une différente valeur de l'hospitalité. Donc, il est important de connaître ces valeurs et de savoir que toutes les cultures ont leurs valeurs différentes en même temps. Et les cultures ont différentes priorités de valeurs. Par exemple, de la culture que je connais, la valeur, des valeurs importantes sont la sincérité et la transparence et l'honnêteté. Ici, pour l'honnêteté, on dit parler de manière claire, être sincère, être éthique. Donc, c'est une manière d'exister que nous respectons beaucoup, mais dans une autre culture, l'honnêteté ou la sincérité ne sont pas très importantes.
important parce que les personnes ne disent pas ce qu'elles ressentent, parce que si elles vous disent ça, elles vont vous blesser. Par exemple, moi, je me trouve dans une culture où la sincérité est considérée très importante, donc les personnes seront très sincères et vous diront ce qu'ils font, ce qu'ils pensent. Dans une autre culture, la sincérité n'est pas très importante parce que le respect est la valeur la plus importante. Donc, à cause du respect, on ne dit pas tout pour ne pas blesser l'autre personne. Quand ces deux cultures interagissent, quelquefois, ça peut poser des défis. L'autre jour, j'ai parlé avec une de mes sœurs et elle me disait que dans une culture spécifique, il y avait les personnes qui étaient très arrogants parce qu'ils étaient très directs, ils disaient tout ce qu'ils pensaient. Et moi, j'ai parlé avec lui et je lui ai dit, mais ce n'est pas arrogance, c'est seulement qu'ils disent ce qu'ils pensent d'une manière que tu n'es pas accoutumé, à laquelle tu n'es pas accoutumé. Donc, il faut comprendre que derrière tous ces comportements, il y a des valeurs. Quelquefois, il s'agit de nos valeurs, d'autres fois, ce sont d'autres valeurs. Quelquefois, les mêmes valeurs sont exprimées à travers des comportements différents. Donc, les valeurs aident les personnes qui vivent dans une culture à savoir ce qu'elles devraient pas faire afin de s'adapter au mode de vie. Par exemple, une amie est allée dans un pays qui n'était pas européen. Ici en Europe, elle était accoutumée à saluer une autre femme avec un bisou. Il a participé à un mariage et il a fait un bisou à une autre femme. Et cela a créé un grand problème parce que dans cette culture-là, un homme ne peut pas embrasser une femme sur le visage dans un lieu public. Donc, parce que seulement le mari a le droit de le faire. Donc, ça a posé un grand problème. Par exemple, dans vos congrégations et dans ma congrégation, nous avons des communautés qui sont internationales et donc il y a des comportements différents qui cachent différentes significations qui se basent sur des valeurs différentes ou le même comportement peut avoir des motivations différentes. Donc, ici, je veux vous rappeler quelque chose qu'on a dit jusqu'à maintenant. Au sommet de la culture, il y a les comportements. Au-dessous, il y a les valeurs qui sont moins visibles et les valeurs se basent sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais ce n'est pas tout quand on parle de la culture. Au-delà des questions de comportement des valeurs, il faut encore répondre à une question plus fondamentale de la nature de la culture. Cela nous amène à un niveau plus profond de la compréhension, c'est-à-dire nos convictions culturelles. Donc, nous avons ce qui est visible, ce que nous faisons, les comportements, les artefacts. Après, nous avons les valeurs. Et après, au-dessus de ça, il y a les croyances. Et on va donner un sens à ça. Donc, les croyances sont ce que nous considérons vrai. Et pas seulement ça, mais c'est aussi, ce n'est pas tout simplement ce que nous croyons, mais c'est aussi ce qui est vrai. On espère que les valeurs que nous choisissons se basent sur nos croyances. Donc, les valeurs dans la culture ne sont pas choisies arbitrairement, mais reflètent plutôt invariablement un système de croyances sous-jacent. Donc, si vous considérez votre pays ou la religion catholique ou la culture de votre congrégation ou votre famille, dans tous ces espaces, on peut voir des comportements qui se basent sur des valeurs et des valeurs qui se basent sur un système de croyances. Donc, des personnes différentes, même si elles affichent des comportements, des valeurs similaires, peuvent professer des croyances totalement différentes à leur sujet. Et donc, nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde
qui vont bien et qui s'engagent pour maintenir la paix et qui croient dans différentes religions ou ils ne croient en aucune religion. Donc, on peut en tout cas être en faveur de la paix, essayer de défendre les droits de l'homme, essayer de créer la paix dans le monde. Mais cela ne signifie pas que tout le monde croit aux mêmes choses ou au même Dieu. Mais ce n'est qu'un exemple de ça. Toutefois, les valeurs et les comportements peuvent être à l'opposé des croyances qui les produisent. On va voir quelques exemples. Par exemple, une croyance est ce que nous affirmons être vrai. Par exemple, nous disons que Dieu nous aime tous et nous croyons que c'est vrai. Une valeur attachée à ça est ce que nous devons respecter tout le monde de la même manière. Et donc, le comportement est le fait qu'il faut traiter tout le monde avec le même niveau de respect. Quelquefois, nous attachons une importance différente par rapport à ce que nous disons, que nous croyons. Maintenant, je vais faire quelques exemples dans la vie religieuse et qui va clarifier ce concept. Et nous affirmons croire que le Christ est présent en chaque personne. Et donc, c'est ce que nous croyons, ce que nous pensons réel. Mais si nous traitons certaines personnes avec moins de respect, nos actions montrent que nous donnons plus de valeur au statut ou à la préférence qu'à la dignité humaine. Mais très souvent, la communauté écoute chaque membre avec respect, indépendamment de son rôle ou de parcours. Donc, nous avons une croyance, c'est-à-dire que le Christ est présent en chaque personne. Nous avons la valeur du respect ou la valeur des préférences qui sont en conflit entre eux. Et après, il y a le comportement. Est-ce qu'il y a des discriminations ou est-ce que nous écoutons avec respect et est-ce que nous donnons la bienvenue à tout le monde dans nos communautés ou de la société au-delà de leur rôle et de leur parcours de la société. Par exemple, nous disons croire en la pauvreté et la simplicité, mais si nous vivons d'autres que nous pensons que c'est la manière idéale de vivre, mais on peut voir des personnes qui souvent disent croire la pauvreté, mais elles vivent dans le confort, on recherche le prestige. Donc, en fin de compte, les valeurs ne sont pas les valeurs de la modestie. En revanche, ce sont les valeurs du prestige qui sont considérées importantes. Aussi, de l'autre côté, il y a des personnes qui choisissent, ou des communautés qui choisissent les maisons modestes, les repas simples et les partages de ressources avec ceux qui sont dans le besoin. Donc, encore une fois, on peut voir ces trois niveaux. La croyance, nous croyons en la pauvreté, quelle est la valeur, donc, c'est le prestige, le confort ou la modestie et l'humilité. Et après, il y a les comportements différents qu'on peut avoir. Un autre exemple, nous disons que nous croyons à l'obéissance et à l'écoute de l'esprit. Puisqu'on voyage ensemble dans ce voyage synodal, nous croyons que surtout nous devons réaliser la volonté de Dieu et aussi chercher Dieu ensemble. Voilà ce que nous croyons. Mais quelles sont les valeurs? Est-ce qu'il y a la valeur de l'écoute ou la valeur de l'obéissance ou la valeur de l'autonomie et de l'indépendance qui sont considérées importantes? Donc, voilà deux valeurs possibles qui sont en conflit entre eux. Et après, notre manière d'agir. Est-ce que nous discernons ensemble? Est-ce que nous demandons la permission? Est-ce que nous prions ensemble, nous dialoguons ensemble? Ou est-ce que nous faisons tout simplement ce que nous souhaitons faire? Donc les croyances, les valeurs et les comportements sont en jeu ici. Encore une fois. Aussi,
dans la vie religieuse, nous affirmons croire à la communauté. Et donc, nous vivons en communauté et nous disons qu'il est important de vivre et de voyager ensemble. Mais si on ne fait pas ça, il y a une autre valeur qui est l'indépendance et non la communauté. Donc, si nous disons que nous croyons en la communauté, nous mangeons ensemble, nous prions ensemble et nous nous soutenons mutuellement dans les moments de joie et de difficulté. La raison pour laquelle je me focalise sur ce concept est parce que avant de connaître d'autres cultures, il faut être conscient comment les croyances, les valeurs et les comportements se développent en nous. Et aussi, il faut comprendre que très souvent, on ne se demande pas quelles sont les vraies valeurs qui façonnent nos décisions et quels sont nos comportements, quelles sont mes actions, quelles sont mes décisions. Quelqu'un a allumé son micro? Il y a une autre croyance. Nous disons croire à la miséricorde. Et c'est appelé à la valeur de la compassion. Mais quelquefois, dans notre vie quotidienne, nous voyons que si les personnes font des erreurs, nous ne montrons pas de la compassion parce que nous n'acceptons pas la vulnérabilité des autres ou les erreurs des autres. Donc, très souvent, nous pouvons dire, oui, nous disons croire à la miséricorde et nous croyons que nous devons agir avec de la miséricorde, mais en tant que leader, est-ce que nous menons une vie pleine de compassion? Et donc, quelquefois, il y a des valeurs qui auxquelles nous accordons plus d'importance, comme la perfection ou la rigidité, que nous considérons plus important que la compassion. Donc, j'espère que jusqu'à maintenant, tout est clair. Donc, au sommet de la culture, il y a les artefacts et les comportements. Je répète ça pour vous permettre d'absorber ces concepts. Et après, il y a après, au-dessus des artefacts et des comportements, il y a les valeurs, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et après, il y a d'autres croyances, ce que c'est vrai pour la vie humaine, ce que je considère vrai. Et en tout cas, il y a encore une autre couche, pas seulement ce qui est, c'est-à-dire ce que c'est vrai. Donc, au cœur de n'importe quelle culture, il y a ces visions du monde qui répondent à la question de base. Qu'est-ce que c'est vrai? Donc, il peut être facile d'être en connexion avec nos valeurs et nos croyances, mais elle est très complexe d'être en contact avec ce qui est réel. Et qu'est-ce que c'est réel dans ces cultures? C'est lié à la question de base. Qu'est-ce que c'est la réalité? Ce sont des questions auxquelles on répond très rarement. Mais chaque culture donne ses réponses les plus importantes à ces questions. Donc, nos cultures nous ont donné une manière de répondre à ces questions et d'une manière que nous ne connaissons même pas. Par exemple, notre culture de notre pays, de notre famille, de notre langue, ou de notre âge, ou de notre communauté, nous pousse à répondre à la question, qu'est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui est réel? Donc, chaque culture, et suppose des questions spécifiques aux questions concernant la signification et ces réponses visent à contrôler et intégrer chaque fonction, aspect et composante de la culture. Par exemple, dans la culture où j'ai vécu,
il y a une croyance et une réalité selon laquelle il y a une croissance que si on est né dans une couche de la société, c'est parce que Dieu souhaite ça. Donc, si on accepte cela, on peut définir un être humain meilleur. Cela crée une culture où il y a différents groupes et différents acteurs. Par exemple, dans notre culture chrétienne, nous croyons que ce créé et que nous sommes tous créés par Dieu et donc tout le monde est égal aux autres. Par exemple, en Europe, il y a plusieurs niveaux et nous avons réalisé quelque chose. J'espère que nous perdrons pas ça. Selon cette réalité, tout le monde est égal. Donc, par exemple, pendant longtemps de l'Église catholique, les personnes avaient peur de l'enfer. Et il y avait le problème des indulgences. Et les personnes devaient être... Et quelquefois, on pense que si on ne croit pas... Et donc cela faisait peur aux personnes. Et donc, les personnes vivaient la religion en ayant peur de Dieu. Maintenant, nous croyons à Dieu d'une manière différente. Et nous ne croyons pas que Dieu est là seulement pour établir si nous irons à l'enfer ou non. Il y a différentes manières de considérer cela. Il y a le choix personnel et la liberté personnelle. Donc, en s'ouvrant à Dieu et à la miséricorde de Dieu, nous voyons que la miséricorde de Dieu est la chose la plus forte en nous. Donc, ce sont des choses qui peuvent être petites ou immenses parce qu'il est important de comprendre ce que nous considérons réel. Donc, et si on comprend ça, on comprend comment notre culture nous influence. Par exemple, dans ma congrégation, quelquefois, j'ai vu qu'au nom du charisme, nous vivons en communion, mais on n'arrive pas vraiment à vivre en communion parce que nous arrivons quand nous sommes très jeunes et quelquefois nous devrions être unis par le charisme, mais c'est exactement ce qui nous sépare. Hein? Parce qu'il nous pensons, ah, bon, elle ne vit pas le charisme, moi je vis le charisme, mais est-ce que nous croyons vraiment en ce que pensons? Parce que si nous croyons en Dieu qui nous a donné le charisme, donc il n'est pas très important de voir si les autres le vivent. Il est important d'aider les autres à vivre dans une communauté. Donc très souvent, nos croyances sur ce qui est vrai et important font partie de notre culture. Hein. Ils nous sont tellement accoutumés à vivre d'une certaine manière que nous ne comprenons pas quelle est la signification des choses. Hein. Et que la culture où nous vivons nous influence tout le temps. Donc, encore une fois, nous voyons la même pyramide, hein, mais vue d'une autre perspective hein, de l'extérieur. On peut voir les valeurs des personnes et leur comportement. Après, il y a une autre couche, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il y a une autre couche, c'est-à-dire ce qui est vrai, nos croyances et la culture hein, vient de l'extérieur et de l'intérieur. Hein. Donc, il y a une perspective un peu différente, mais c'est ce que je viens d'expliquer. C'est un modèle hein, qui part de la culture et je pense qu'il est très utile pour nous parce qu'il faut comprendre l'importance de ces éléments dans nos vies. Donc, il faut essayer de répondre aux questions. Qu'est-ce que c'est la culture hein?
Il y a une réponse très simple. La culture, hein. Ce qui est accepté et familier, connu. Donc, c'est la nourriture qui est acceptée et familier. Par exemple, j'étais maître des novices et un des formateurs de mon équipe avait décidé de cuisiner quelque chose de sa culture, hein. Mais les novices ne voulaient pas les manger parce que ce n'était pas accepté par aux familiers pour par exemple, dans mon pays, par exemple, dans mon pays, dans ces pays, on mange les œufs le matin et pas le soir. Dans le pays de la formatrice, les œufs étaient mangés le soir et pas le matin. Donc, il est difficile de faire accepter quelque chose à une personne d'une autre culture. Et très souvent, nous repoussons ou nous rejetons certains éléments. Il y a un autre élément, c'est-à-dire que la culture, elle est super ciment, elle est super colle, qui unit les gens et leur donne un sentiment d'identité et continuité presque impénétrable. Cette identité se manifeste de la manière de faire les choses, c'est-à-dire le comportement. Donc l'autre jour, j'ai rencontré une amie en Portugal immédiatement et je n'avais pas parlé avec lui pendant longtemps, mais immédiatement, j'ai vu sa manière de répondre aux blagues et parce que cela fait partie de moi, cela fait partie de mon identité et je sais qu'en étant en Italie, il y a beaucoup de choses du Portugal qui me manquent quelquefois. Je ne sais pas pourquoi ou comment, mais il y a quelque chose qui est différent. C'est mon cœur qui me ressent parce que je suis accoutumée à faire les choses d'une manière différente. Par exemple, ma manière de monter sur les bis, ma manière de marcher dans les rues sont différentes. Ici, il y a les Saint-Pietrini, et donc je marche d'une manière différente. Et donc, ce sont des carrés très noirs qui se trouvent dans les rues. Cela crée un sens de manque de sécurité. Donc, je marche d'une autre manière, tandis qu'à Lisbonne, il y a ces carrés et noirs, mais les personnes peuvent marcher en sécurité parce que le contexte est différent. Quelquefois, je tombe malade, hein. Il y a quelque chose que mon père faisait pour moi. Il me préparait une soupe avec du riz, avec l'oignon. Et moi, je ressens que mon cœur accepte ça. Et une fois, j'étais malade en Espagne, ils m'ont donné des pommes de terre et je ne pouvais pas les manger en étant malade parce que cela ne faisait pas partie de mon identité. Donc, il faut comprendre que la culture a quelque chose, hein, euh, qui nous unit. C'est vraiment un super col avec lequel tout a un sens, tout comme la soupe que je vais mentionner, que je vous ai mentionné. Donc, il y a une autre définition de la culture, hein, du pape François, en fait, elle est tutti. Le mot culture, hein, désigne quelque chose, hein, qui a pénétré le peuple, hein. Donc, ces mots sont très importants. Donc, le mot culture, hein, désigne quelque chose qui a pénétré les peuples, hein. Donc, c'est quelque chose qui est interne, pas externe, hein. Et ses convictions les plus intimes et son style de vie. Donc, comme je l'ai dit, très souvent, ce n'est pas quelque chose que les personnes peuvent exprimer. Ce n'est pas donc, on ne sait pas pourquoi on fait certaines choses de certaine manière. C'est quelque chose qu'on a hérité et qui a un sens pour nous. Et si on parle d'une culture, hein, de la ville, hein, c'est plus qu'une idée ou une abstraction. Donc, le pape François essayait d'inclure le souhait, le désir, l'enthousiasme et une manière de vivre qui caractérise un certain peuple. Donc, la culture, hein,
aussi avec les salvatoriennes, c'est assez visible, mais c'est aussi quelque chose de caché, d'intime. C'est là, c'est basé sur, c'est que ce qui se base sur le désir, l'enthousiasme et la manière de vivre que vous avez accueilli pour ce groupe humain. Euh, donc, quand le pape François parlait de la culture, de la rencontre, il parlait des personnes qui sont passionnées d'essayer de se retrouver, de chercher des points de contact, de construire des ponts, de projeter quelque chose qui inclut tout le monde. Donc ça, c'est la définition de la culture que je voudrais approfondir. La culture, c'est pas sur des éléments généraux, sociaux, économiques, d'autorité, financiers d'un peuple ou d'une nation. Ce sont aussi des éléments uniques. Dans les différentes cultures, les choses sont vues et faites de manière différente. Il y a un autre élément très important, et voilà pourquoi la culture est tellement centrale pour chacun d'entre nous. Et très souvent, il n'est pas facile d'abandonner notre culture pour accueillir les autres cultures ou pour accepter les autres cultures. C'est parce que la culture nous donne un sens, une identité, l'ordre et la protection. Donc, si on change une culture, si on change le sens, les personnes perdent. Donc, la culture donne un sens d'identité. Donc, quand je dis je suis portugaise, vous allez penser que je vais vous dire que je viens du Portugal. Et cela me donne un sens d'identité. C'est la manière de laquelle je suis née, les langues que j'ai toujours parlé, les lieux que j'ai visités, la manière de laquelle j'ai étudié, de laquelle j'ai fait mes vacances. Cela forme mon identité. Donc, la culture est très importante parce qu'elle crée ce que nous sommes. Donc, il n'est pas facile d'abandonner notre identité. Par exemple, pour certaines cultures, il est très difficile d'apprendre une autre langue parce que penser dans une autre langue et peut porter un sens de perte de l'identité. Je ne suis plus moi parce que j'ai perdu ma langue et j'ai eu le privilège d'avoir appris plusieurs langues et je dois vous dire que je m'exprime de manière très différente dans les différentes langues. Maintenant, je parle anglais, mais si je parlais portugais, je pense que vous ne pourriez même pas me comprendre ou peut-être vous comprendriez des choses différentes avec des gestes différents. Donc, la culture nous donne cette identité, une place dans le monde, une manière de se rapprocher au monde. Finalement, la culture nous donne l'ordre et la protection. Donc l'ordre, parce qu'elle nous dit quand et comment on fait les choses, ce qui est correct de faire, c'est qu'il faut faire. C'est là très très important parce qu'on ne peut pas inventer tout le temps. Et notre manière de répondre aux choses. Quand je suis dans un pays que je ne connais pas, quelquefois, je me sens un peu perdue, c'est-à-dire quand je dois creuser les rues. Par exemple, moi, j'étais en Angleterre et il y avait des voitures qui allaient dans des directions différentes. La direction que je connais, par exemple, si je regarde dans le sens du Portugal, j'aurais pu même perdre ma vie. Donc, ce sont des choses très simples, comme par exemple regarder à droite ou à gauche quand on veut traverser la rue. Donc, la culture nous donne le sens de faire les choses selon un ordre. Et aussi, elle nous donne un sens de protection. On ressent qu'on est protégé et on sait ce qu'on doit faire quand il y a des personnes que nous voulons saluer. Donc, quand nous nous réunissons à partir de différentes cultures, nous devons savoir qu'il y a des réalités différentes qui se rencontrent. Mon identité
mon sens de l'ordre et mon besoin de protection. Donc, la culture contribue, chaque partie de la culture contribue à la culture générale et à toute sa réalité. Normalement, nous pensons que notre culture est la manière idéale de vivre. Ça, c'est la manière correcte. On a grandi de cette manière. Il est important de savoir ça. Donc, ça, c'est ma culture. Et si je dois m'ouvrir à d'autres cultures, je dois partir de ma culture. Donc, on parle d'un puzzle culturel. Donc, il est très difficile de parler de culture de manière très simple parce qu'il y a beaucoup de petits éléments de chaque culture. Disons que, par exemple, je dois demander quelque chose à quelqu'un et une autre sœur me dit, mais non, ici, on ne pose pas ce type de questions. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Parce que moi, je viens de culture où je pose des questions et la personne me répond que oui ou que non. Mais dans cette culture, on ne peut pas poser ces questions parce que après la personne se sent forcée à dire que oui. Donc, dans cette culture, je dois demander une question en donnant toujours la possibilité à l'autre de dire que oui ou que non. Donc, quand je parle avec une personne d'une certaine culture, je demande à cette personne, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Mais si tu ne peux pas, ça marche aussi. Donc, je dois permettre à la personne de choisir entre ces deux possibilités. Donc, il y a plusieurs éléments dans une culture. Il y a une autre chose qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la culture n'est pas statique. Et donc, je pense qu'il y a du changement, de la fluidité dans le monde, aussi à cause des technologies et de l'intelligence artificielle et du humain. Il y a quelques ans, cette réunion n'aurait pas été possible. Donc, les choses ne sont pas statiques. On change constamment. Donc, il y a une fluidité et aussi l'unité de la diversité au sein d'une même culture. Donc, si maintenant je vais au Portugal, je peux dire, ah bon, les choses ont changé ou elles sont différentes par rapport au passé. Ça n'est pas la culture portugaise parce que la nourriture est encore là. Mais les choses se sont évaluées. Il y a beaucoup d'autres il y a de la nourriture d'autres pays qui est présent maintenant. Donc, la société est très fluide. Il faut être ouverte à la diversité, à l'unité, à la fluidité, au changement. Certains d'entre nous changent facilement, d'autres ont du mal à changer. Donc, il faut être consciente de ça aussi. Donc, il y a une chose que nous devons souligner, c'est-à-dire que toutes les cultures définissent une manière légitime de mener la vie. Dans le passé, il y avait une perspective colonialiste sur les choses et certaines cultures se considéraient mieux que d'autres. Donc, au nom de cette sens de supériorité, d'être mieux que les autres, ces cultures dominaient d'autres cultures, excluaient d'autres cultures, essayaient de changer d'autres cultures. Il y a plusieurs exemples de ça aussi, de la vie religieuse. Quelquefois, quelques cultures, quelquefois, il y a la culture de la fondation, il y avait la culture de la fondation en Italie, en Espagne, au Portugal, ou dans d'autres pays. Et quelquefois, cette culture incarnait le charisme. Et donc, cette culture était emmenée dans d'autres endroits. Et donc, c'était difficile de discerner entre le charisme et la culture. Par exemple, ma congrégation est née en Espagne et nous sommes très jeunes et maintenant nous comprenons qu'il y a beaucoup de choses du charisme qui sont beaucoup plus espagnoles que authentiquement liées au charisme et qui vient de la culture espagnole. Donc, on ne peut plus accepter
qu'une culture est plus respectée que les autres. Chaque culture a ses points forts et ses faiblesses. Chaque culture est appelée à être évangélisée. Chaque culture est appelée à être plus comme l'Évangile. Donc les Portugais aussi doivent comprendre la richesse des autres cultures. Et donc, quelle richesse pourra influencer les autres cultures, sans dire que, par exemple, la culture portugaise est mieux que la culture espagnole, anglaise, italienne, n'importe quelle culture. Donc, il n'y a pas de culture qui sont mieux que les autres ou plus correcte que les autres. Il faut comprendre que la culture plus important que le contexte. Par exemple, je suis portugaise, j'ai une culture différente par rapport aux personnes qui ne sont pas nées ici. Par exemple, Lisbonne a la culture de la capitale. Mon père est né de la campagne, dans ce qu'on appelle le Portugal intérieur. Donc, la culture de mon père était différente de la mienne. Aussi, les réalités sociales sont différentes. Quand je rentre à Lisbonne, nous avons un apostolat qui m'a amené à connaître des personnes très riches. Donc, c'est différent que travailler avec les pauvres à Lisbonne. Aussi, les jeunes ont une culture différente par rapport à la culture de mon père qui a 80 ans. Aussi, les personnes qui ont le pouvoir sont différentes des personnes qui n'ont pas étudié. Donc, quand on parle de la culture, il faut considérer tous ces facteurs et variables. Aussi, le changement social est fluide et continu. Et aussi, il est différent de parler de l'ethnicité, de la race. La race, c'est pas sur la couleur de la peau, des cheveux, sur la manière de laquelle les personnes parlent, tandis que l'ethnicité présente toutes les réalités des différents facteurs qui ont façonné les personnes, qui ont créé à partir de leur manière de parler et sur la base des lieux où les personnes ont vécu. Et après, il y a des situations et des histoires individuelles et communautaires. Et donc, tout cela crée des différences dans la culture. Donc, la culture n'est pas tout simplement l'ethnicité. Par exemple, ma mère venait de l'Inde. Elle est venue au Portugal où elle a rencontré mon père. Donc, je peux dire que je suis profondément portugaise. Mais au moins, je vois qu'il y a une partie de l'Inde que je ne sais pas définir parce que j'ai seulement passé 2 semaines en Inde. Mais je sais que j'ai hérité des choses à partir de la relation avec ma mère et à partir de mes gènes. Et tout cela a créé au moins une culture spécifique. Donc, j'ai parlé pendant longtemps. Maintenant, je voudrais faire une pause pour réfléchir pour vous demander de réfléchir et d'écrire à 3 comportements qui vous représentent, que les personnes avec qui vous travaillez identifient comme les vôtres et les 3 valeurs les plus importantes pour vous et les 3 croyances qui donnent du sens à votre vie. J'espère que j'ai été claire. On a les pyramides, il faut écrire à 3 comportements, les 3 valeurs les plus importantes et les 3 croyances. Et je vous donne 2 à 3 minutes pour faire ça. Je pense que ces questions sont très importantes. Aussi, j'ai vu des messages de la chat, mais il est difficile de regarder aussi les messages de la chat et de regarder les PowerPoint en même temps. Mais en tout cas, merci d'avoir écrit ces messages. Donc, on va reprendre. C'est une autre image. Ici, il y a une autre image que je voudrais vous expliquer. Pourquoi cette image est très importante? Parce que très souvent, quand il y a des conflits ou des désaccords culturels dans la communauté, on voit tout simplement l'expression physique de la culture. Et l'image veut montrer cela. Ça, c'est comme un iceberg. Nous comprenons le concept.
Par exemple, on pourrait avoir une carotte avec toutes les failles au-dessus de ça. Donc, il y a la partie visible de la culture. On voit la cuisine, la musique, les repas, l'art, les habits, les fêtes, ou la gentillesse, ou le manque de gentillesse, mais on ne voit pas les valeurs, les croyances, ce qui est vrai. Mais cela existe, c'est au-dessus de la surface et très souvent la personne n'est même pas consciente de ça. Moi, je ne suis pas conscient de ça, elle n'est pas consciente de ça, donc il y a une grande complexité dans les relations qui représente au-dessus de la complexité, il y a notre manière de nous occuper du temps, de s'occuper du temps de l'autorité et notre manière d'interagir avec d'autres genres, avec les hommes, les femmes, notre manière de communiquer avec les groupes et notre gestion de l'argent. Il y a tellement d'exemples qu'on peut faire. Mais moi, je travaille avec une autre congrégation et il y avait une maître des novices qui disait qu'à partir du premier jour où elle est entrée au noviciat dans un pays, elle avait demandé aux novices de ne pas l'appeler sœur. Hein? Non, elle a dit que les filles ou les femmes ne devaient pas utiliser ce mot sœur. Hein? Donc, dans une congrégation, normalement, les personnes utilisent leur nom, mais dans cette culture, hein, dans cette culture, donc dans la culture hein, de la congrégation, il était très difficile de ne pas utiliser le mot star, d'utiliser tout simplement le nom. Donc, on ne comprend pas pourquoi cette personne ne voulait pas que les autres l'appellent star. On ne comprenait pas les raisons au-dessus de ça. Aussi, il y a une autre règle qu'il faut apprendre pour pour nos communautés interculturelles et multiculturelles. Les gens ne font pas confiance aux autres uniquement en raison de leur comportement, mais aussi en raison de leurs valeurs. Cependant, ces valeurs ne peuvent être perçues qu'à travers votre comportement. Donc, les gens, moi et vous et nous, font confiance en raison de la valeur qu'ils perçoivent de votre façon d'agir. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous attachons une importance au comportement et les valeurs sont attachées au comportement. Donc, nous jugeons les personnes sur la base de leurs valeurs. Donc, par exemple, l'autre jour, on m'avait invité à une maison et je suis arrivée en retard. Je devais arriver à 11h30 et je suis arrivée à 12h15, je pense. Et qu'est-ce que s'est passé? Paul est arrivé tard, c'est sûr, c'est un fait. Je pourrais être jugée sur la base de ça. On pourrait dire, Paul est arrivé tard. Elle n'est pas ponctuelle, elle n'arrive pas à l'horaire établi. Donc, nous attachons une valeur à un comportement. Et ça, c'est le préjugé. On juge la personne. Mais en effet, on ne connaît pas les valeurs vraies de cette personne. En effet, j'essaye toujours d'arriver d'être ponctuel, d'arriver 1 minute avant l'horaire fixé. Je suis très anglaise en ça, mais par exemple, il y a une de mes sœurs qui arrivait tard le matin et je lui ai demandé pardon, cette sœur ne me disait jamais bonjour le matin. Donc, je lui ai demandé ça, pourquoi elle ne le faisait pas. Je lui ai demandé pourquoi elle ne me demandait jamais comment j'allais. Et après, j'ai compris. Elle m'a dit, ah non, dans ma formation, on m'a dit que je ne devais pas demander aux personnes comment elles allaient. Et après, on a commencé à avoir une conversation. Elle m'a demandé comment j'allais le matin. Et toutes les fois,
Donc, c'est très facile pour nous de juger, tout simplement parce que les personnes font les choses d'une manière différente de ce que nous faisons dans notre culture. Donc, sur la base de notre culture, nous attachons une signification au comportement des personnes qui viennent d'une autre culture. Donc, c'est là à causer beaucoup de problèmes d'interprétation. Par exemple, dans notre maison, nous préparons notre pain, mais au début, quand je suis arrivée dans ma maison, il y avait le pain industriel et donc je voyais qu'il y avait toujours la dernière partie euh, du pain industriel. Et moi, je pensais non, ce n'est pas correct. Les personnes mangent tout simplement ce qu'elles aiment. Mais très poliment, je demandais pourquoi. Pourquoi vous ne mangez pas cette partie du pain et pourquoi vous le laissez ici? Une des sœurs m'a dit non, on nous a dit qu'il est mieux de laisser cette partie du prêt pour permettre au reste du pain de ne pas devenir trop sec. C'est la partie que je préfère, mais je le laisse là à cause de ça. Donc, c'est assez rigolo. On peut avoir le même comportement et les personnes peuvent juger cela de manière complètement différente. Et très souvent, nous devrions parler de ces choses-là quelquefois. Il n'est pas du tout simple à cause des préjugés qui existent déjà. Et donc, on ne critique pas les autres à cause de leur comportement. Non, à cause des valeurs que nous attachons à leur comportement. Comme je l'ai dit, je suis arrivée tard. Et donc, il est vrai, je n'aurais pas arrivé tard. Mais j'ai passé 20 minutes à l'arrêt du bus et les bus n'arrivaient pas. Et donc, j'ai dû choisir un autre bus. Donc, ça, c'est la valeur parce que j'ai fait l'effort d'arriver. Mais en tout cas, je suis satisfaite. En tout cas, ce n'est pas un grand problème. Mais quelquefois, on ne demande pas pourquoi une personne fait quelque chose. Et il faut en tout cas essayer de comprendre qu'on reste sur la surface des choses. Je me rappelle que dans un certain pays, il y avait beaucoup de difficultés dans une communauté parce qu'il y avait certaines cultures et qui attachaient leur identité à la nourriture. Donc, on ne peut pas briser les spaghettis, par exemple. Dans cette culture où je me trouvais, par exemple, la manière de cuisiner faisait tellement partie de l'identité que si on cuisinait les choses d'une manière différente, on faisait une erreur. Donc, le dialogue est essentiel ici. Notre manière de prier avec différentes cultures, même dans une congrégation, il y a des manières différentes de prier. Très souvent, ça arrive parce qu'on ne partage pas les valeurs, les croyances, on voit tout simplement des comportements différents. Normalement, on ne critique pas les comportements des autres, nous les critiquons à cause des valeurs que nous attachons à leur comportement. Mais ces comportements sont visibles seulement à travers les comportements, mais sur la base des valeurs que nous attachons à ces comportements. Et maintenant, je vais conclure parce que j'ai parlé pendant très longtemps. Donc, il faut comprendre que quelquefois, il y a un élément essentiel pour l'interculturalité. Quelquefois, je vois les choses, mais avec les lunettes qui ne fonctionnent pas. C'est un peu comme ce cercle. On voit cette image qui semble bouger. Il semble qu'il y a quelque chose qui bouge, n'est-ce pas? Mais en réalité, l'image ne bouge pas. C'est une image statique. Il y a quelque temps, on s'est demandé si ces vêtements sont en bleu ou en noir ou
ou si c'est gris et bleu, c'est le même. Ce sont les mêmes vêtements, mais les personnes le regardent d'une manière différente. Par exemple, les personnes avaient critiqué cette femme qui voulait laver les pieds de Simon. Donc, Simon avait critiqué ce comportement et Jésus a vu la beauté de ce geste. Donc, c'est un très beau passage sur cette réalité. Maintenant, on n'a pas le temps de faire ça maintenant, mais je vous invite de faire ça pendant le temps que vous passerez avec vos groupes ou plus tard. Donc, essayez de vous rappeler les situations où vous pensez que la racine du problème était un malentendu culturel. C'est un exercice assez important. Il faut décrire les faits, les pensées, mais surtout, quelles ont été les 3 émotions les plus pertinentes que vous ayez ressenties. Donc, on a déjà vu ça. Quand nous parlons de la diversité culturelle, on ne parle pas tout simplement des différents pays, mais on parle des genres différents, leur manière de vivre la sexualité, différentes croyances religieuses différentes de toi, parce que nous sommes tous uniques maintenant dans nos congrégations, il y a des âges différents et des pays différents. Donc, quand on parle de la diversité culturelle, on parle de tout ça. Et aussi, un échange mutuel, l'interculturalité est un échange mutuel entre les cultures qui peut conduire à la transformation et à l'enrichissement de toutes les personnes impliquées. Cela est un vrai échange. Ce n'est pas tout simplement une tolérance. On passe à la tolérance des différences, à l'appréciation et à la célébration des différences. Quelquefois, il est difficile de comprendre, mais j'apprécie les différences et je vois qu'on peut faire les choses de manière différente. Donc, l'interculturalité, 90% de connaissance de soi. Et voilà pourquoi je commençais de cette manière. Donc, 80% de connaissance de soi et 10% de techniques. On peut apprendre les techniques et après connaître les autres réalités. De cette manière, je pourrais connaître mes lunettes. Maintenant, je passe à ma dernière diapo et après, j'ai terminé. Donc, l'interculturalité, comme l'a dit un enseignant, signifie entrer dans le jardin de l'autre. C'est une image très biblique. Donc, il faut savoir que quand je suis devant une autre personne, je me trouve dans un espace sacré. Donc, entrer dans l'espace sacré de la culture, de l'histoire et de l'identité d'une autre personne signifie qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais je ne peux pas les détruire. Je dois savoir qu'il s'agit de choses sacrées. Et chaque jardin possède ses propres plantes, couleurs, parfums, et rythmes. On peut comparer nos jardins différents, mais ils sont très différents. Il y a un jardin italien, un jardin anglais, un jardin français, un jardin coréen. Il y a beaucoup de jardins différents et ils sont tous importants. Il y a différentes plantes, différentes couleurs, différentes femmes et différents rythmes. Et entrer dans l'espace d'une autre personne exige humilité et respect. En reconnaissant que nous sommes accueillis dans quelque chose de précieux. Probablement, il y aura des plantes, comme par exemple des mauvaises herbes, mais ce n'est pas ma tâche de les éliminer. Donc, il faut marcher doucement et pieds nus dans les espaces culturels des autres. De cette manière, je peux être délicat, sans chaussures, dans les espaces culturels des autres. Donc, maintenant, je vous dis que dans la présentation PowerPoint, vous avez plus de contenu, mais maintenant, je dois faire une pause parce que j'ai parlé pendant très longtemps. Donc, Yannette, je vous donne la parole. Merci. Merci beaucoup, Paula, de ce partage très enrichissant que nous avons, que tu as partagé avec nous, dont tu nous as aidé à comprendre les concepts concernant nous-mêmes, nos valeurs, nos croyances. Cela nous a aidé beaucoup à
franchir les étapes nécessaires aussi, vos questions vont nous aider à réfléchir et à entrer en nous.